Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du MAPIF. Aujourd'hui, je reçois une maman courageuse, une maman en lutte, encore une. Et oui, je vous la présente tout de suite, c'est Marian. Bonjour Marian. Marianne, comment dit-on votre prénom? Marianne, Marianne. Marianne, oui, avec l'accent. oui, je suis pas français. Et oui, alors, Bonjour. bonjour Marianne, comment allez-vous? Oui, selon les circonstances, j'essaye de, de dire ça va, mais en réalité, comme vous pouvez vous imaginer, c'est très difficile à vivre. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous venez témoigner sur la chaîne du MAPIF et je vais vous demander de vous présenter succinctement et de nous expliquer justement pourquoi vous souhaitez témoigner aujourd'hui et quelle est votre histoire. Oui, je m'appelle Marianne et je suis la maman de deux enfants. Je suis étrangère d'origine anglo-allemande et c'est pourquoi aussi je m'excuse d'abord pour peut-être mes fautes en français et pour mon accent. J'ai fait comme je peux, j'ai fait un effort pour vous que me compreniez. Euh, j'ai deux enfants, un garçon et une fille, qui ont aujourd'hui 11 et bientôt 12 ans. Je suis une maman célibataire. J'étais abandonnée avant la naissance par les pères géniteurs de mes enfants qui résident à l'étranger. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, j'ai fait mon chemin avec mes enfants, mes deux bébés, toute seule, tous les années. Euh, une vie heureuse, une vie normale, tranquille, modeste, mais unie à trois, euh, sans nouvelles de cet monsieur qui m'a laissé avant la naissance de mes enfants. Il avait décidé de ne pas participer à notre vie, de se recréer une vie à l'étranger, de jamais donner de nouvelles, de jamais payer une pension alimentaire, de simplement renier mes enfants et faire une contestation de paternité jusqu'à la plus haute cour d'Europe. D'accord. Voilà, c'était notre vie, 10 ans, tranquille, une famille à trois. Voilà. À la D'accord. campagne, tranquille, on avait une petite ferme pédagogique. On recevait d'autres familles avec leurs enfants pour passer des moments paisibles dans la nature. Et Tout ça, ça, ça pendant, existe encore. pendant 10 ans. Les enfants, ils sont plus là. Donc là, pendant 10 ans, vous vivez tranquillement, modestement, au calme, à la campagne avec vos deux enfants. Et Oui, et au bout de 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous êtes en France, hein, donc pendant 10 ans, vous élevez vos enfants en France. les enfants, ils sont nés en France. Ils ont nationalité étrangère, mais ils sont nés en France, les deux. Et je ne sais pas si c'est le moment, mais le monsieur s'est montré assez verbalement et physiquement violent et agressif vers moi et vers les nouveau-nés ou les enfants pas nés, parce qu'en fait, il voulait pas l'enfant. Alors moi, je voulais garder mon enfant et j'ai été obligée de faire plusieurs plaintes contre ce monsieur pour différentes agressions, harcèlement, de poursuites. C'est allé très loin. Alors on s'est pris à notre bétail, on s'est pris à nos biens. On a fait vraiment tous en fait pour m'intimider avec le but de nous ruiner la vie honnêtement. Donc là, c'était J'avais tout de jamais suite. vraiment compris le but de cette action-là parce que moi, j'avais rien demandé. J'ai élevé mes enfants toute seule dans cet pays. J'ai travaillé et on a fait comme on pouvait et on s'est très bien sorti. On n'avait aucun souci et je lui ai laissé la vie, la liberté totale et il s'est marié à l'étranger, il a refait sa vie. Mais en fait, c'est au bout de 10 ans qu'il a commencé à faire de votre vie un cauchemar un peu, ou ça a commencé plus tôt? Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà le contexte de la naissance de vos deux enfants? Oui, alors il s'est montré malheureusement comme une personne assez pervers et assez
comment ça s'appelle ça, un pervers narcissistique. Voilà. Euh, Quand j'avais annoncé ma grossesse avec ma fille, je les connaissais pas bien. Euh, J'avais décidé, vu mon âge et avec mon cœur et mon amour pour mon enfant, de garder cet enfant. Et c'était contre son choix. Alors, il avait essayé à plusieurs reprises euh, de me violentement aborter cet enfant, de me faire aborter cet enfant. J'étais hospitalisée et on s'est 2 fois échappé et j'ai créé une pacte non-verbal avec ma petite fille et dans mon ventre. Et j'ai dit, si toi tu es prête pour te battre pour la vie, je vais te protéger. Je vais te porter dans ce monde et je vais te protéger jusqu'à mon dernier jour. Alors avec cette pacte, ma petite fille a décidé de vivre et grandir et elle est née en super naissance compliquée, en naissance en urgence, grande opération. Les deux, on n'était pas bien parce qu'on a beaucoup souffert. Mais, et vous allez voir ça dans mon sourire quand même petit peu, on s'est bien sorti quand même. Et c'était le plus beau cadeau de ce monde d'avoir cette petite fille dans mes bras avec tout ça que j'avais subi avant. Et ça m'a donné énormément de force parce que je me trouvais seule dans cet pays, dans votre beau pays, la France. Je me trouvais seule, je parlais pas la langue, je connaissais personne à la campagne. Vu que pour se débarrasser de moi, en fait, à la fin de la grossesse, il m'a déporté, vraiment, on peut dire déporté dans cet pays. Sur le prétexte de faire une dernière vacance, j'avais interdiction de voyager, mais il m'a pris quand même. Alors, je voulais pas avoir une dispute et j'ai dit, d'accord, on va faire quelques jours en France. Et une fois arrivé en France, il m'a laissé ici, me voler mes papiers et me laisser à la fin de grossesse au risque que je pourrais plus partir. Et heureusement, je peux dire, heureusement, je me retrouvais à un formidable hôpital avec une obstétricien responsable formidable qui a vite réalisé la situation euh, autour de moi, qui a dit, vous restez à l'hôpital, vous pouvez plus rentrer, vous restez à l'hôpital. Et c'était la dernière fois que j'ai vu le monsieur et 3 jours après, ma fille était née à une grande opération. Voilà. Euh, Juste peut-être pour expliquer la dramatique dans la situation. Alors moi, j'ai 2 enfants, mais j'ai 2 enfants dans un an. Alors ça veut dire très rapproché, un écart, un écart de 11 mois et demi. Parce que vu que j'avais quelques affaires de monsieur encore ici en France, le monsieur, il avait décidé de réapparaître en France à l'improviste. J'étais 2 mois hospitalisée pour reprendre la force avec ma petite fille. Euh, Jusqu'on était assez stable pour rentrer à la maison. Alors nous sommes rentrés à la maison et là, le monsieur, il est réapparu en France pour chercher ses affaires et il a profité du moment pour me laisser avec un deuxième enfant. Voilà. Alors, le contexte de cette deuxième grossesse, c'était pas consenti de votre part, à ce que j'ai pu comprendre, on a eu l'occasion d'échanger ensemble avant cette interview. Et pour ce deuxième enfant, c'était pas un acte consenti, c'est une agression. En fait, c'était rapidement clair que si je le faisais pas, ça allait très mal pour la petite. Voilà. Alors j'avais pas le choix. On était sur le premier étage et comme une femme, comme peut-être beaucoup de femmes le savent, de temps en temps, on serre les dents, on fait des choses
pour leurs enfants, pour nos enfants, on subit des choses et on ferme les yeux. On ferme les yeux, on subit des moments qui s'étaient pas consentis, vous avez raison. Mais on le subit pour le bien-être des enfants qu'ils ont à côté. Et en fait, moi, je voulais juste qu'ils prennent les enfants, les affaires et qu'ils partent. Oui. Voilà. Euh, Et du coup, de cet épisode malheureux est né un deuxième beau cadeau, en fait. oui, ça m'a mis, ça m'a mis dans une situation parce que c'était pas prévu, hein, d'accord? J'ai insisté sur le fait, j'étais pas protégée parce que je sortais de l'hôpital, je savais pas qu'il arrive. C'était pas prévu, ni plané, ni rien. Euh, oui, ça m'a mis dans une situation où il fallait la deuxième fois prendre une décision grave et importante et un grand risque. Et j'étais toute ma vie une femme courageuse, une battante. Euh, alors, je me retrouvais avec une deuxième grossesse directement après la première opération, qui pose médicalement une contre-indication pour une deuxième grossesse. On m'a dit qu'il fallait attendre 2 ans pour que le ventre tienne bien et ça a mis ma vie à danger. Cette fois-ci, c'était ma vie qui était en danger. Et retour à l'hôpital, le même obstétricien, il disait, c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est possible. Mais ça fait 8 semaines que vous êtes sorti de moi, je viens de vous opérer. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la seule question qui m'intéressait, en fait, c'était, est-ce que je peux le garder, le petit? Il m'a regardé, vous êtes courageuse. Il a dit, vous êtes une femme courageuse. Il dit, vous êtes prête pour faire le chemin avec moi? Si vous me dites, on a un petit peu de chance, je vais le garder et je vais faire tout ce que vous me demandez à faire. Il a dit, d'accord. Si vous voulez le faire, je suis prête pour le faire avec vous, mais ça va être dur. Je vous préviens, ça va être dur. Je dis, peu n'importe, hein. Peu n'importe. La vie n'a pas de prix, hein. Pour un enfant, on n'a pas de souffrance. La douleur, ça compte pas, hein. C'est pour son enfant, on fait tous. Alors je l'ai fait avec une nouveau-né comme ça, comme le cochon de ma fille sur le bras et l'autre dans le ventre. Et quand mon fils était né, deuxième opération, ma fille ne pouvait pas marcher. Alors j'avais 2 enfants dans 2 écharpes. Je portais un devant et un derrière. Et je pense tout le moment qu'ils ont des enfants, ils peuvent me comprendre si ça faisait mal et si j'ai pas dormi des mois parce que ça m'a déchiré ma ventre et ça voulait pas tenir et c'était compliqué, mais grâce à quelqu'un en haut, grâce à des forces dans le cœur et une petite fille qui me toujours regardait et je dis, on va y arriver. Et on est arrivé tous ensemble en bonne santé, un super garçon, un sourire, il est né avec le soleil dans le cœur. C'était impressionnant. Lui, en fait, le sourire qu'il avait quand il était petit, ça m'a repayé le prix 1000 fois. Chaque fois, quand il m'a souri, pour chaque jour, quand j'avais mal, il a repayé ça 1000 fois avec une petite sourire pour dire, maman, je suis là, quoi. Voilà, c'est mes enfants. Oui. Euh, moi, j'ai Après- pensé que c'est bon à l'époque. Et moi, j'ai pensé que, OK, ça va être dur, mais on va y arriver. Moi, Parce je qu'après, vous étais persuadée. après, vous l'avez plus revu, le monsieur. Il est Non, plus. non, 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 non. Je l'ai plus revu, non. Alors, mon voisinage française qui voulait aider à l'époque, ils ont dit, il vaut mieux que vous allez voir peut-être une assistante sociale ou quelqu'un pour vous conseiller pour les démarches à faire parce que j'avais pas ces français d'aujourd'hui. J'avais bonjour, merci beaucoup et au revoir et bébé. Voilà, juste pour vous expliquer parce que ça date déjà 10 ans. Alors, je suis allée là-bas et là, on m'a conseillé en fait de faire une procédure. C'est obligatoire en France, j'ai appris de faire une procédure pour quand même redemander une pension alimentaire. On m'a dit que c'est bien gentil de vous laisser ici avec 2 petits enfants, mais si on est là
pour faire 2 enfants, Oui, on doit être aussi là pour l'assumer. oui, Voilà. Moi, au début, je voulais pas le faire, parce que je pensais ça va être difficile à l'étranger de faire une procédure. On m'a obligée de le faire, d'accord, et une fois quand ça c'était parti, en fait, c'était une procédure au JAF pour récupérer les pensions alimentaires, c'était tout, hein. Je lui ai redemandé de plus. Je m'ai à rien opposé. J'étais aussi ouverte qu'ils prennent contact avec les enfants. J'aurais souhaité qu'ils prennent des nouvelles de 2 petits enfants, mais il n'a pas voulu. mmh, Il a décidé de les renier, de les ignorer, de commencer une contestation de paternité ouais, au haut niveau européen jusqu'au bout. d'accord. Alors, quand la demande pour payer un petit peu pension alimentaire est finalement arrivée à l'étranger, on a reçu une contestation de paternité. Cette procédure, ça a pris 8 ans. C'était compliqué pour moi de gérer cette procédure. J'avais des avocats à payer 2 et un traducteur, parce qu'on était obligé de toujours faire passer les choses qui s'étaient jugées en France à l'étranger. Alors vous allez vite comprendre, même s'ils étaient arrivés avec un petit peu sur mon compte bancaire, heureusement, c'était vite arrivé à un point, c'était en train de m'étouffer. Avec des frais, ça me ruinait. 2 avocats en France, un avocat étranger, un traducteur, officiel tamponné qui traduit toutes les pièces, qui facture par mot. Je me retrouvais dans une situation que j'aurais mais jamais imaginé dans ma vie que ça existe. Et à un moment ou à un autre, certainement il avait un conseil, et peut-être son avocat, peut-être sa famille, peut-être c'est arrivé de lui-même, je peux pas vous dire. Mais quelqu'un a lui conseillé de changer la programme 180° et maintenant demander les enfants. Alors, Donc, en fait, quand finalement au bout de 9 oui, ans de procédure, il a changé de stratégie, il a inversé ses demandes. Il a inversé les choses. Au départ, il ne voulait pas entendre parler des enfants. Et au bout de 9 non, ans non, de il a procédure, jamais donné quelque chose. Ni un appel, ni une lettre, ni de nouvelles. Il allait déshériter dans son pays pour qu'il puisse surtout rien hériter. Hem, alors, les procédures continuaient et moi je pense, hein, c'est personnel, d'accord? C'est personnel. Moi, je pense qu'en France, ils sont arrivés à un stade, ça commençait à devenir une césure internationale. Je dois attirer votre attention. Pour arriver là, il faut avoir de l'argent, de courage et beaucoup de souffle parce que ça prend des années. Il faut passer par toute l'étape pour que vous arriviez à avoir une demande qui part à un pays étranger qui vous permet de saisir une pension alimentaire à l'étranger. J'étais accompagnée par mon ambassade pour avoir un avocat spécialisé dedans pour permettre ça. Alors nous, ici en France, on est arrivé à ce stade qu'il va être saisi. Et quand la première saisie à l'étranger est tombée, on arrivait quand même à une très haute somme. Il avait une contribution importante. On ne parle là pas de 100 200 €, d'accord? Est-ce que je peux dire la somme peut-être? oui. Je ne sais pas. Il était condamné à payer 800 € pour payer 2 enfants parce qu'il avait quand même un salaire, conséquente. Donc, 800 € par Bon, mois sur 9 oui, ans de rétroaction, c'est ça? voilà, je vous laisse faire, le calcul. Oui, Là, on arrive à une somme assez importante oui. et quand eux, ils ont arrivé ici à avoir une prise en étranger sur le compte bancaire, sur son salaire, sur ça, et quand les premières choses étaient saisies, d'un coup d'une coup, la stratégie était inversée. Ah, Oui, alors juste pour vous dire, c'est tombé du ciel, c'était 180° changé. La stratégie, c'est alors maintenant je veux rencontrer les enfants, quoi. oui, mais là, enfin,
on a une raison pour la motivation. La motivation, elle est pécuniaire. Bien sûr. Et ça, je pense, c'est pas un cas unique, hein. Je pense que ça se produit malheureusement assez souvent qu'à un moment, un parent ou un autre se réveille pour dire ah, mais là, j'ai les deux enfants. Alors, quelqu'un a lui conseillé certainement de le faire, hein. Certainement lui conseiller. Quelle était sa situation familiale à monsieur à ce moment-là quand il change de stratégie et que d'un coup il veut revoir ses deux enfants? Quelle est sa situation familiale à lui? Alors, la demande est tombée qu'il voulait rencontrer ses enfants. Impressionnant. La même personne qui dit 9 ans avec les enfants de la dame, j'ai strictement rien à faire. Mhm. Je ne veux rien contribuer. Je veux pas le voir parce qu'ils ont pas le mien. Ils écrivaient, maintenant je veux voir mes enfants. D'un coup, et c'était ses enfants. D'accord? Comme avant, j'avais dit, d'accord, j'étais moins d'accord dans mon cœur, mais j'étais d'accord quand même. Juste humainement, j'ai trouvé ça petit et pauvre qu'on laisse passer tellement des années sans signer de vie pour se introduire dans une vie des enfants qui vivent dans un autre pays, qu'ils ont jamais vu cet homme, ils se forçaient d'introduire dans leur vie. Alors, il a demandé des contacts. D'accord? Il a demandé des contacts. Qui c'était au début, bien sûr, vous comprenez bien, avec tellement des années d'absence, pas très bienvenu par mes enfants. Ah bah ça. Les enfants avaient peur, ils avaient beaucoup de questions, ils parlaient pas la même langue, ils savaient pas qui c'est, qu'ils veulent, pourquoi ils veulent leur parler, ils savaient pas. Ça, c'était à la base la situation. Donc, Oui, ma question, c'est comment l'aide sociale à l'enfance est rentrée dans cette histoire finalement qui n'était qu'une histoire de droit de visite, puisque le père n'a pas reconnu les enfants, a refusé de dire que c'était les siens. D'un coup, il change de position, c'est devenu ses enfants, donc il demande un droit de visite. Comment l'ASE est intervenue dans tout ça? une dame est venue, qui s'est pas présentée. C'est le seul mémoire qui me reste. Elle disait juste elle est assistante sociale et elle m'a dit: «Mais là, alors, là, je pense on a un père, qui veut voir ses enfants» et vu qu'on était vraiment les enfants, c'était dans la voiture, on est en train de partir, je savais pas quelle est. Je dis: bonjour, non, c'est pas vraiment comme vous disiez, l'histoire est longue». Alors apparemment quelqu'un a raconté des histoires, inventées, bien sûr, parce que nous, on était implantés, je précise, je me répète, avec une structure de ferme, avec plusieurs hectares de terre. On ne peut pas être plus implanté sur un lieu de vie que ça, parce qu'on ne peut pas déménager comme ça se déménage pas. Quelqu'un a créé quand même une certaine inquiétude, d'accord? Heu, je pourrais m'imaginer, mais j'ai pas vraiment de confirmation parce qu'il me parle pas. Alors, il a certainement fait des alertes, peut-être, appelé la police, peut-être appelé la ASE lui-même, peut-être fait un signalement anonyme parce que ça apparaît dans le dossier qu'ils avaient des signalements anonymes. Hem, voilà. Également, ça va être un peu moins joli, mais il faut le préciser quand même aussi, qui joue là-dedans dans cette histoire d'ASE. Ça, c'était un côté de mon ASE. D'accord? C'était le monsieur à l'étranger. Entre-temps, on habitait, euh, et je précise que la France est un beau pays et j'ai strictement rien contre les Françaises. Et je remercie beaucoup de personnes pour leur aide, pour leur soutien et pour l'aide de m'aider avec les papiers, les démarches et pour être là pour nous dans le quotidien, pour une pauvre maman qui était abandonnée dans votre pays. Je vous remercie beaucoup de tout mon cœur pour mes enfants et pour moi.
Mais malheureusement, nous sommes arrivés dans un petit village dans le sud-ouest de la France où les habitants de cet village étaient un peu moins ouverts que les gens dans les grandes villes. Ils ont créé leur petit réseau au village pour créer un mouvement quand on quitte le village. Ça commence, on a nous coupé les clôtures, on a tiré avec des pistolets dans les yeux de mes enfants, on a tiré dans les yeux de nos animaux. C'était notre fierté, notre ferme. Vous savez, c'était notre fermeté et c'était aussi notre revenu. Alors, on a vécu ça mal, on était malheureux. Et 2 personnes de cette petite village dans le sud-ouest de la France avaient une connaissance dans le ASE. Et dans une fête des villages, mais ça, on m'a raconté beaucoup plus tard, d'accord? Dans une fête des villages avec beaucoup de bière et tout le monde était dans l'espace de fête. Tout le monde était un peu avec la langue libérée. Les paroles se parlaient. Ils ont parlé alors, même au monsieur le maire. Alors, si vous voulez que cette famille, il parlait de nous, de mes enfants, de moi, part du village, on aurait une idée. Alors, on se chargera de ça. On peut faire partir cette famille de village facilement. Et ils ont ajouté, il s'occupera de ça, de nous faire partir. Si je le dis aujourd'hui, je le dis avec une voix un peu plus ferme, mais je peux vous dire, je le fais pour vous, parce que dedans, je vibre. C'est-à-dire, j'ai vécu dans un village où le village où nous voulait de mauvaises choses. Je Et ne du savais coup, pas. et vous pensez que ça peut avoir un lien avec, Oui. avec Ils ont le... fait des signalements à l'ASE. Ouais, d'accord. Oui. Et en fait, ça, on arrive de 2 côtés qui se lient à la même ASE qui était la ASE pour mon lieu de vie. C'est-à-dire, ça vient d'une petite, c'était anonyme, bien sûr. Le village a appelé anonyme. Ils ont, ça je sais, ça j'ai retracé, ça je sais. Mais ça, je suis à l'aise parce qu'ils ont raconté. Alors, on pense que les enfants, ils possèdent pas de meubles. Et on pense aussi qu'ils n'ont pas de suivi médical, les enfants. Le petit enfant d'une professeure qui gère une clinique. C'est étonnant quand même. Alors, la santé pour nous était primordiale, hein, mais ils ne le savaient pas. Alors, ils ont créé de petites gouttes de l'huile. Vous savez, ils ont laissé tomber de petites gouttes de l'huile. Et ça a arrangé, en fait, la dame de Haze, elle a entendu ça toute seule. Ça aurait peut-être rien fait, vous savez. Le village toute seule aurait peut-être rien fait. Mais ça s'est croisé avec l'action de monsieur qui a toujours appuyé sur le bouton. Mais elle me laisse pas voir mes enfants. Je ne sais pas où elle habite. Je ne le retrouve pas. Et tout ça, monsieur dehors, il savait très bien où on habite. Parce qu'il faisait 10 ans de procédures avec nous. Oui. Alors, il avait l'adresse et tout, même le numéro de téléphone. Mais si on veut être méchante, on peut. On peut créer un cinéma et ça crée un climat bizarre. Vous savez, ça crée un climat bizarre qui est, je peux dire, parce que vu que je ne connais pas les ASE, ils ont certainement pas tous pareil dans les ASE. D'accord? On a certainement des personnes bien intentionnées et des personnes moins bien intentionnées. Oui. Malheureusement, c'est tombé sur une dame qui, sans me connaître, sans se jamais poser la moindre question, sans jamais pris connaissance du dossier, a pris toutes les paroles comme la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça pour vous et pour vos enfants? Oui, c'est le plus grand drame de ma vie qui s'est produit.
Personne ne s'est montré de ASE. On m'a pas contacté. On m'a pas demandé. On m'a jamais invité pour raconter notre histoire de vie comme je le raconte aujourd'hui à vous. Non. Ni le monsieur y a pas pris contact, rien. Qui nous arrivait, en fait, c'était, vu qu'on a souffert dans ce village, qu'on a tellement souffert que mes enfants, c'est malheureux, on a décidé en famille de quitter la région, de partir de ce village, de revenir dans la région où on a habité avant, dans le centre de la France, où on a passé tous les années, les 9 ans avant. Alors, on a appelé un service de déménagement, on a vidé la maison avec beaucoup de personnes, on a tous chargé. On était partis du village avec un grand sourire, on était libérés de toute cette petite rumeur et de petites choses méchantes. Qui, bien sûr, personne ne vous parle au visage, ils parlent derrière notre dos. Jusqu'à 7 jours, quand j'avais encore le double de clés. Alors, je dis aux enfants, il faut qu'on redonne ces clés. Alors, nous sommes revenus au village avec les clés, en pleine confiance, tranquille. On avait la radio dans la voiture. Ma fille avait un grand cahier, elle écrivait dans la voiture. Tout c'était tranquille parce qu'on était en courant de rien. Et c'est juste ça, en fait, que je vais jamais oublier dans ma vie, en fait. Que nous, on arrive pour redonner les clés. Dans ce village, je garde la voiture. Mon fils dit, mamie, je dois faire pipi. Je dis, pas de problème, sors. J'attends avec ma porte ouverte. Mon fils fait le pipi. Il faut laisser ça agir. Ma fille écrive encore dans son cahier. Elle écrive tranquille derrière. Je sais. Bon, maintenant, je vibre dans tous les corps. Maintenant, ça va plus. Alors, mon fils fait le pipi. Il n'a pas encore vraiment levé le pantalon et je dis, rentre, on va vite donner les clés. Après, on prend la route. On a un peu de route pour rentrer. Il dit, mamie. Il dit en anglais, beaucoup de voitures. J'étais encore très calme et j'ai dit, ah bon? Parce que juste pour vous dire, c'est en pleine campagne. C'est un chemin cul-de-sac. Entourné de forêt. Personne va là-bas si on ne les connaît pas. Alors on n'a attendu personne. Je voulais juste redonner les clés au propriétaire et partir. Et il avait raison, mon fils. Malheureusement, mon fils avait raison. Parce que là où il a fait pipi, derrière, il avait une voiture. Et je dis, mais c'est qui? Il a dit, mamie. Il a dit, le gendarme. Je dis, ah bon? Là, je commençais à me fortement inquiéter. Je me dis, c'est quoi qui se passe ici? Parce que personne ne va jamais dans ce chemin. Parce que c'est un cul-de-sac. Derrière, c'est que de forêt. Et je me tourne et en fait, des gendarmes. Une autre voiture et une autre voiture. Tous dans le cul-de-sac, alors je ne pourrais plus partir. Ils ont me coincé dans le chemin. Alors je dis, viens. Ils viennent et ils me donnent les mains, comme ça. Vu que j'avais rien à me rapprocher, j'ai dit bonjour. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Et parce que c'était pas encore pire, l'ensemble, les gendarmes qui me parlent, ils sortent à 4, d'accord? 4 gendarmes. Ils avancent vers ma voiture. J'avais encore l'espace d'être comme ça contre ma voiture. J'avais les gendarmes ici. Mon fils à la main. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, vous bougez plus. Et j'avais rien à me rapprocher. J'étais pas recherchée par personne. J'avais même pas un dépassement de vitesse. Alors je suis avec à qu'ils veulent et je demandais, mais qu'est-ce que vous voulez? Il me répond rien. Et ça, j'ai pas cru du tout. Parce que pour rien, on ne vient pas. Alors il m'a pris comme une enfant. Il m'a raconté n'importe quoi. Il savait que je suis la maman étrangère, je parlais pas bien. On m'a rien expliqué. On m'a juste dit rien. Et la deuxième phrase, c'était maintenant,
On m'a montré ça comme ça. Maintenant, les deux enfants, ils vont aller là-bas. Et là, j'ai dit non. Ah non. Et mon fils était à la main tout le temps. Il a dit, les enfants, ils vont aller là-bas. Et comme mon fils, qui comprenait bien sûr le français, entend, les enfants, ils vont aller là-bas, il s'est déchiré de ma main. Il commence à courir. Mon fils était ultra sportif, mince et sportif. Et il s'est barré vers le forêt, dans le champ. Il avait déjà 500-600 mètres à avance. Quand les deux gendarmes derrière, ils ont couru derrière lui. Petit garçon de 8 ans, toute mince, qui court pour sa vie et qui a crié que tout le village, c'est le village qui a nous pourri la vie, tout le village a alors entendu crier. Et tout le monde s'est caché. Personne n'est venu nous aider. J'ai vu des voitures qu'ils ont traversées, qu'ils ont dit plus tard au monsieur maire, les cris et me poursuivent dans la nuit. J'ai fait des cauchemars de ce scénario qui est passé avec les familles étrangères et qu'ils ont dit ça, on n'a pas voulu. On ne voulait pas qu'ils prennent les enfants. Ça, on n'a pas voulu. On voulait juste qu'ils partent. Oui, il faut peut-être réfléchir avant. Ah ouais. Avant, on fait des signalés comme ça. On était une famille, on n'a rien fait. On a nous attaqué dans la voiture. La voiture était ouverte. Mon fils est parti. Ma fille, encore derrière mon siège, elle écrivait, comme l'habitude. Elle écrivait quelque chose. Elle avait le cahier encore. Alors, vu qu'ils étaient 4, j'avais un qui me coinçait contre la voiture. J'ai encore son odeur de souffle dans mon nez. Je vais l'oublier jamais dans ma vie. Je le sens chaque nuit. Chaque nuit, je le vois. Parce qu'il a même pas respecté la distance de Covid et il portait pas de masque. Rien. M'a coincé avec une jambe entre mes jambes et mon tête comme ça contre ma voiture. Et vu que j'avais pas le droit de tourner ma tête, je regardais derrière avec un œil. J'ai vu mon fils vers la forêt courir et les deux gendarmes, ils ont les poursuivis. Ils ont les attrapés, ils ont les passés par terre. On s'est trouvé dans un scénario de démonstration, comme à Paris, comme on attaque de personnes qui se promènent à Paris. On attaquait un garçon de 8 ans. Avec deux gendarmes armés, avec des vestes de sécurité, le baissé jeté par terre, pris de main dans une clé de bras derrière, baisser la tête comme ça par terre et lui tirer retour les 600 ou 700, 800 mètres dans une champ. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Le deux, ils avaient mon fils, le monsieur avec moi, c'est resté le quatrième. Et le quatrième, il a fait le tour de la voiture. Il a essayé de me tenir le monsieur et j'ai regardé comme ça et j'ai dit à ma fille, attention, ma fille était gelée dans une choc, elle avait toujours les cahiers comme ça. C'est le couchon de ma fille, juste pour m'arrêter, excusez-moi, qui voulait être vétérinaire pour de couchons toute sa vie. C'est ce chic qui restait dans le siège de voiture avec ma fille. Alors ils ont arraché ma fille du siège. Ils ont déchiré le joli cahier. Ça me reste encore. Ils ont importé comme un sac de pommes de terre et j'étais dans la voiture. Et quand les enfants s'étaient déchargés, bien chargés dans leur voiture, j'ai vu apparaître derrière cette dame. Une dame âgée à la fin de sa carrière. Elle va avoir déjà 61, 62, 63 ans. C'est la fin de la carrière. Assistante sociale. Une femme désagréable, on pourrait dire, façon dragon, quoi. Pas humain du tout. Je l'ai vue apparaître et j'ai vu qu'elle est très contente dans son visage, en fait, que les enfants sont dans la voiture. Mais elle a rien dit. Alors personne n'a dit quelque chose. On m'a juste dit que les deux enfants vont aller là-bas. On a brutalement enlevé mes enfants. Ma voiture était ouverte.
J'étais toujours dans ma porte. Quand le monsieur a demandé à ses collègues, c'est bon, il a sorti son jambe entre mes jambes et il m'a laissé respirer et il a dit, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Et je dis, mais mes enfants, monsieur, mais vous faites quoi avec mes enfants? Mes enfants. Bah, il a dit, madame, mais les enfants, ils partent. J'ai dit, mais monsieur, ils n'ont pas de chaussures. Ils ont enlevé ma fille, elle avait même pas de chaussures. Et dans le choc, vu que je suis une maman soigneuse, bienveillante, j'ai dit, vous, vous voulez les chaussures? J'étais dans une tellement choc, alors j'ai donné les chaussures aux gendarmes et j'ai dit, vous voulez le manteau? Elle n'a pas de manteau, c'est vert. Il m'a donné un papier. Si vous voulez des nouvelles de vos enfants, appelez ce numéro. Au revoir. J'ai dit, appelez mon avocat. Non, non, non. Non, non, il a dit, vous appelez pas l'avocat. J'ai réussi quand même d'appeler mon avocat et j'ai crié sur mon pauvre avocat en France. Aidez-moi, aidez-moi, j'ai des gendarmes et ils volent mes enfants, c'est du kidnapping. J'ai dit, parce que je savais pas comment le dire différemment. J'ai dit, kidnapping, les voitures s'étaient barrées. J'ai dit, aidez-moi, aidez-moi. Et comme ils sont arrivés, mesdames et messieurs, dehors, ils ont parti. Et la seule chose qui me restait dans la main, c'était les clés de la maison que je voulais redonner parce qu'on avait déménagé 3 mois avant. Et j'étais dans la voiture et tous les voisins, aussi le voisinage, je sais qui a fait les dénonciations, je le sais. Ils avaient des volets fermés. Ils avaient des volets fermés. Ils ont appelé leurs enfants dans leur maison pour qu'ils sortent pas, pour qu'on me parle pas. Je suis allée sonner dans les maisons. Et j'ai dit, vous avez entendu ça? Vous avez pas entendu crier? Vous avez pas entendu crier mes enfants? Qui a fait ça? J'ai dit, qui? Qui a fait ça avec mes enfants? C'est vous qui avez fait ça. Vous avez appelé. Qui a fait ça avec mes enfants? On n'a plus jamais parlé. Mais ça, vous savez, le mensonge, ils ont des courtes jambes. Alors ça, c'est vite arrivé pour qu'on a retracé où ça arrivait. Vous savez qui a fait ça? Ils s'étaient confrontés à leurs choses et ils s'étaient confrontés. Et c'était vos enfants qui s'étaient retirés comme ça. Pourquoi vous avez fait ça? Et je peux vous rassurer que là, le village se sent très mal. Bah, ça peut se comprendre parce que du Le coup, ils village vont, se sent très très mal parce qu'au final, ils voulaient peut-être faire quelque chose, mais ils s'attendaient pas peut-être aux qu'ils ont conséquences en fait. imaginé que ça prend cette Ouais, dimension-là. Je ne ouais, sais ouais, pas. ouais, ouais. Et Mais dans tout cas, c'était mauvais. C'était mauvais et ils n'ont jamais voulu s'excuser. ouais, On ne peut pas excuser ça. C'est ouais, clair. On ne peut pas l'excuser. non, c'est clair. Mais on ne voulait jamais pris le temps de nous parler ou quelque chose. Et ils étaient confrontés par Monsieur le maire. Qu'est-ce que s'est passé? Ils étaient confrontés par le prêtre qu'ils ont dit, si je vous demande aujourd'hui, cette maman-là, il a dit, vous pensez que c'était un mauvais moment, elle? Vous pensez que c'était un mauvais moment? Vous pensez que vous êtes capable de faire ce chemin toute seule dans un pays étranger, sans aide sociale, d'élever deux petites, il faut le faire. Les gens, ils ont pris notre côté, quoi. Ils ont pris le côté pour dire, c'est pas juste. Mm. C'est pas juste, c'est totalement abusif. Pourquoi on a retiré les 2 enfants? Pour ça, pour rien. Et aujourd'hui, où sont vos enfants et quelle est votre situation judiciaire? Oui. Après, mes enfants s'étaient placés avec la ASE de Lande. ASE de Lande. Euh, j'ai fait comme je pouvais de garder le contact. Et bien sûr, j'ai fait appel contre cet placement dans les premières mesures de 6 mois. On s'est trouvé en face d'un monsieur à étranger quand il a appris et ça prend un tournement pervers. Parce que le monsieur à étranger, en fait, lui, il voulait juste pas payer de pension alimentaire. Ah oui. Il voulait me faire mal, bien sûr, aussi. Il voulait me faire souffrir pour quelque chose que j'avais gardé mes enfants, qu'on était heureux à trois, quoi. Il voulait me faire quelque chose très égoïstique.
Il n'a même pas pensé à bien-être de mes enfants, ni à l'intérêt supérieur des enfants. Il n'a rien pensé. Il a juste pensé destructive et pas payée. Alors, quand il était informé que pendant le placement au foyer, il sera libéré de pension alimentaire, quand moi j'ai fait appel contre le placement, lui, il a demandé de prolonger le placement. D'accord? Là, on se trouve dans un cadre de placement abusif, vous le connaissez. Quand malheureusement. un parent place abusivement pour les enfants privés de l'autre parent. Oui. On est passé par là. Alors, il a fait un placement prolongé, jusqu'à mes enfants sont devenus malades au foyer. Ils ont subi beaucoup d'agressions au foyer, de la maltraitance. Je les retrouvais blessés, en saignant. Des actes encore qu'ils en allaient beaucoup, beaucoup plus loin qu'on puisse s'imaginer, vraiment des actes abusifs. On allait voler leurs affaires. On m'a écarté, on ne m'a plus donné de nouvelles. Et quand j'ai demandé de nouvelles pendant mes visites médicalisées que j'ai eues au début, on m'a arrêté des visites. Alors, quand j'ai vu pourquoi ma fille signe aux lèvres, pourquoi elle signe à gratter au visage, pourquoi elle saigne au bras, pourquoi elle a cet bizarre comportement, elle me parle, elle ne peut plus aller aux toilettes, elle ne peut plus faire pipi parce que ça fait mal. Je suis honnête qu'à une seconde, j'ai rien compris. À deuxième seconde, j'ai compris. On m'a arrêté les visites. Je suis devenue une maman qui dérange. Je suis une maman qui pose question. Je suis une maman qui prenne la côté de mes enfants, qui voulait la justice pour mes enfants. Je voulais de la justice pour mes enfants parce qu'on n'avait rien qui était nous rapproché. Rien. Alors, ils ont se créé leur dossier et ils ont gonflé un dossier artificiellement. C'était gonflé. Il fallait à tout prix initier un contact avec monsieur, à tout prix. Alors, ils ont retenu mes enfants au foyer pour établir le contact avec le monsieur étranger, qu'il pourrait les appeler. Et quand j'ai dit, mais il peut l'appeler dehors du foyer, il peut l'appeler dans quel bureau, je me rendais disponible, je l'amène, j'attends dehors s'il faut, pas de problème. Non, il faut que ça se passe au cadre de foyer. Alors, on m'a obligé de laisser vivre mes deux enfants totalement traumatisés, qui étaient avec une maman célibataire seule toute leur vie, dans un foyer, pour passer des coups téléphoniques avec un monsieur qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne comprendraient pas parce qu'il n'est pas la même langue. Mon fils, il a refusé, violemment refusé, avec beaucoup de pleurs, se jeter par terre, avec les taper la tête contre le mur 8 mois. Il ne voulait pas prendre la peine. Mais les assistantes sociales, la ASE, a le forcé de prendre appel. Et quand mes enfants, ils sont devenus malades au centre, on a appelé le monsieur que maintenant il pourrait venir aux visites. Il doit se déplacer en France pour rencontrer les enfants. Il a fait 1 ou 2 visites, je pense la deuxième visite. Il s'est déplacé de Allemagne, où il réside, de Allemagne, ensuite de la France, pour rencontrer mes enfants. C'était une rencontre un peu bizarre, bien sûr. Vous pouvez imaginer, après 10 ans, on n'est pas très à l'aise. La deuxième fois, il a dit, ça sera trop loin pour lui. Excusez-moi, ça sera trop loin pour lui. Alors, il a demandé qu'on place les enfants chez lui à côté en Allemagne, pour qu'il pourrait le plus facilement visiter là-bas, qui était refusé. Heureusement, merci beaucoup les Allemands, c'était refusé par les Allemands de le placer parce que les Allemands, ils ont répondu, les enfants, ils ont une famille. On ne va pas placer les enfants comme ça, juste parce que ça arrange un parent. Bon, la situation était alors arrivée comme ça que mes enfants oui, c'était décrit dans mon dossier, c'est écrit, ils ont pourri au foyer. Ils ont pourri au foyer. Et ils ne pourraient plus attendre la classe, ils sont devenus dépressifs, ils n'avaient plus contact avec leur maman parce que la ASE m'a interdit mes appels. Ils ont dit, oui, vu que j'ai osé 2, 3 fois de poser des questions, on m'a interdit mes appels. La ASE a dit, vous pouvez juste revoir vos enfants si vous me signez un papier. C'est un fameuse papier qui j'ai quand même, et je tiens à informer le public, qui j'ai quand même montré à différents députés. J'ai montré le papier qu'on m'a forcé à signer, que j'ai pas signé, d'accord?
mais je l'ai montré à député. Et les députés ont dit un papier comme ça, on ne peut pas signer. C'était un contrat qu'ils avaient établi pour de visite médicalisée peut continuer, que j'avais pas avant. Et dans ce contrat, c'était caché en cage, qu'ils ont m'obligé de signer si je veux voir mes enfants, que je présente un danger avéré pour mes enfants. D'accord. Et vu que je m'ai jamais vue et je me vois toujours pas, et j'étais jamais accusée non plus de présenter un danger pour mes enfants, j'étais malheureusement pas dans la position de signer ces papiers. Bah non. Et quand j'ai dit, excusez-moi, je vais le signer si vous enlevez cette clause, parce que ça reflète pas la vérité, et vous le savez très bien. Vu que les papiers n'étaient pas signés, j'avais plus de visite. Malheureusement, alors les enfants ont payé le prix, moi aussi, on n'a pas pu signer ces papiers. Mais j'ai m'ai vu mal signer un papier parce que je me suis dit, la logique veut, si on veut que vous signiez le papier, que vous vous déclarez que vous avez tué votre voisin, Oui. vous n'allez pas les signer que vous avez rien fait. Hein. C'est un exemplaire très drastique, mais c'est la situation. Oui. J'ai rien à me rapprocher, alors je ne les signe pas. Mm. Plus de visites. Alors le centre, bien sûr, vu que j'avais plus de visites, mes enfants sont devenus plus tristes et plus isolés. Et ils ont vu que les autres enfants sortent et ils ont récupéré par le parent, que certains rentrent à la maison et c'était bloqué par le monsieur en Allemagne et au foyer. Tout le temps, il a prolongé. Que le centre a mystérieusement faire disparaître mes enfants de ce foyer-là pour qu'aujourd'hui, on se trouve dans la situation que mes enfants sont en Allemagne. Sans informer personne, ni informer les avocats, ni informer le juge, ni informer moi, le centre a laissé le monsieur en Allemagne récupérer mes enfants pour des vacances. Il est parti avec. Il n'est plus jamais revenu. Et c'était comme ça. D'accord. Là, en Moi, fait, j'étais... Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, la situation judiciaire, elle est en Allemagne, en fait. Maintenant, tout va se oui, jouer en Allemagne. Mais comme vous nous oui. disiez au début de l'entretien, toutes ces années de procédure judiciaire, ça vous a lessivé. Monsieur, du coup, n'a pas payé ses arriérés de pension alimentaire, donc vous vous retrouvez dans une situation matérielle des plus compliquées. Là, de ce que j'ai compris, donc il y a un cabinet d'avocats qui est d'accord pour déposer une requête devant la justice allemande, mais il vous demande une provision de 3 000 euros. Et aujourd'hui, en fait, ce que vous auriez aimé, c'est faire un appel à la générosité des gens, faire un appel aux dons, afin de pouvoir régler ces frais d'avocat, parce que c'est pas la procédure complète, hein, c'est juste un apport pour pouvoir lancer la procédure, parce Oui. qu'après, vous Faut pourrez faire gérer la attends, situation avec le temps, mais tout de suite, c'est un apport qui est conséquent et que vous ne pouvez pas débloquer, c'est bien ça. c'est ça. Euh, en fait, pour que vous compreniez, après toutes les années de procédure que j'ai déjà financées, après le temps de placement et l'avocat que j'avais engagé, vous allez me comprendre que vous vous trouvez dans une situation similaire. Ce sont des situations très difficiles à vivre. J'étais maman célibataire avec un salaire très modeste, que je suis dans une situation que je peux presque plus retrouver mes enfants parce que je suis étouffée par les frais. Euh, Maintenant, ça se joue dans presque deux pays. Il faut déménager avec les procédures en Allemagne. Il faut prendre les avocats en Allemagne, traduire des pièces qui sortent de la France en allemand pour le produire en Allemagne, pour avoir juste le simple contact à mes enfants. Je peux vous dire que ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas vu mes enfants, pas une seule fois. Je peux pas les appeler, je peux pas leur écrire, je peux rien envoyer. Faut préciser, j'envoie
mais le gentil monsieur étranger le jette. Il n'a même pas honte de dire ça au juge. Sur la demande, qu'est-ce que vous faites avec la correspondance de la maman et de tous les colis que ici, on a les preuves, le juge avait montré ça. Monsieur en Allemagne a répondu, j'ai rien donné. Alors, je suis totalement démunie, ici en France, loin, à plus de 1200 kilomètres et 1400 kilomètres de là. Et si vous, ensemble, chacun, avec un tout petit peu, pourriez m'aider au minimum, être capable de signer le mandat en Allemagne et faire une première démarche en Allemagne pour me manifester là-bas devant un juge affaires familiales comme maman de 2 enfants qui portent mon nom, je serai extrêmement reconnaissante aussi pour vos avis ou éventuellement si vous avez d'expérience à partager et bien sûr ou si vous connaissez un avocat qui pourrait aider. Euh, je suis plus dans la situation de faire face à tout ça financièrement. Ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Comme malheureusement beaucoup de parents protecteurs, amis internautes, et c'est pour ça que quand on fait des vidéos interviews avec le MAPIF, c'est pas tous les parents qui ont besoin d'aide. La dernière vidéo qu'on a produite, c'était avec Ziad Ali. Ziad Ali a une situation matérielle qui lui permet d'assumer sa vie, ses charges, mais bien souvent, les mamans protectrices, elles, se retrouvent dans des situations matérielles qui sont insurmontables. Et sans votre aide, sans votre générosité, sans votre implication, encore une fois, je vais revenir à ce qu'on disait dans les premières émissions, mais on est tous concernés, on peut tous être victimes de ça à un moment ou à un autre. On peut tous être victimes de voisins malveillants, d'un rapt d'enfants comme ça, fait de manière légale, entre guillemets, et se retrouver totalement démunis. Et à ce moment-là, bah, on est bien content de trouver la bienveillance populaire, la bienveillance des gens et l'entraide. Voilà. Donc, je mettrai les éléments. Donc, comment est-ce qu'on peut vous faire des dons? Donc, je mettrai le RIB et l'IBAN qui vont défiler certainement en bas de cet écran. Et je remettrai aussi les coordonnées bancaires sous la vidéo qui sera postée sur YouTube. Et merci de faire l'effort, merci de votre soutien, merci de l'entraide que vous allez apporter à Marianne aujourd'hui et à ses enfants qui malheureusement, sans vous, va être bloquée au niveau judiciaire et donc rester dans cette situation qui est totalement insupportable de ne plus pouvoir voir ses enfants. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je voulais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous auriez d'autres choses à nous dire? Je voulais juste d'abord dire, je vous remercie de tout mon cœur aussi à la place de mes 2 enfants pour avoir m'écouté avec tous mes fautes. J'essaie de transmettre le plus calme une situation extrêmement compliquée qui est devenue une situation internationale. Là, je précise, c'est international, se joue entre 2 pays. Souvent, les parents isolés, célibataires, les mamans célibataires, c'est déjà le plus faible dans une société. Ils ont le plus mal à faire face à tout ça et je vous remercie pour toute votre, même si de tout petits gestes, pour que nous, on peut commencer à avancer et peut-être bientôt, au minimum, avoir mes enfants au téléphone et pour mes enfants, perdre pas leur moment avec qui ils ont vécu pendant 10 ans. Euh, Mais oui, ils ont qu'un moment mais oui, et j'aimerais bien le retrouver et pas le perdre disparu en Allemagne. mais oui. Voilà, En je tout vous cas, remercie beaucoup et bah, merci à vous pour votre confiance. Et puis, c'est jamais simple hein, de raconter son histoire, d'autant plus dans des cas comme celui-ci où les histoires sont si douloureuses. Merci pour votre courage. Et puis, merci aux internautes pour votre générosité, pour votre patience, pour votre écoute. Et encore une fois, on y arrivera ensemble, on y arrivera. Donc, Marianne compte sur vous, le MAPIF compte sur vous. Merci.